Je m'appelle Zachary. J'ai 35 ans et j'ai un jour offert à mes parents une demeure de 425 000 $ en bord de mer pour leur 50e anniversaire de mariage, pour ensuite arriver et découvrir que ma sœur et son mari se l'étaient appropriée, mettant mon père à la porte. Avant de vous raconter comment un simple dossier en carton a tout changé en quelques minutes, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est un jour qui se rejoue sans cesse dans ma tête, comme un film que je ne peux pas éteindre. Le ciel était de ce bleu brillant et douloureux qu'on ne trouve que sur la côte. L'air était vif de sel, une odeur que j'avais toujours associée à la paix, à la liberté. Cette odeur était la raison pour laquelle j'avais acheté la maison en premier lieu. Une petite maison bleue avec un porche blanc encadré par 2 palmiers qui se penchaient l'un vers l'autre comme un vieux couple marié. C'était censé être un sanctuaire pour mes parents, Arthur et Eleanor, une récompense finale pour une vie de dur labeur. Mais alors que je garais ma voiture dans l'allée en coquillage concassé, la scène sur ce porche blanc était tout sauf paisible. Ma mère, Eleanor, était affalée dans l'un des nouveaux fauteuils en osier que j'avais choisi. Ses épaules tremblaient, et même depuis la voiture, je pouvais entendre le son faible et rauque de ses sanglots. Mon père, Arthur, un homme qui avait affronté des contremaîtres d'usine et des difficultés financières sans jamais sourciller, se tenait là, tremblant. Son visage était pâle, ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés, complètement impuissant. Le dominant de toute sa hauteur se tenait Derek, le mari de ma sœur Chloé. Son visage était rouge, une veine pulsant dans son cou épais. Il pointait un doigt vers la porte d'entrée, puis vers la rue. Sa voix tonnait à travers la pelouse manucurée. Un son brutal qui n'avait pas sa place dans ce quartier tranquille. « C'est ma maison. »« Dehors » a-t-il hurlé à mon père. « À mon père. » Et puis je l'ai vue, ma sœur Chloé. Elle était appuyée contre le chambranle de la porte, un sourire narquois aux lèvres. Elle a laissé échapper un petit rire, un son comme des glaçons qui s'entrechoquent dans un verre vide. « Oh, papa, calme-toi, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. On est juste en train de s'installer. Tu devrais être content pour nous. Mon sang s'est glacé. S'installer. Content. J'ai coupé le moteur. Le silence soudain était lourd. Je suis sorti de la voiture. Le crissement de mes chaussures sur les coquillages résonnait comme des coups de feu dans l'air tendu. J'ai commencé à marcher vers le porche. Derek hurlait toujours. Ma mère pleurait toujours. Mon père était toujours figé. Chloé souriait toujours de ce sourire venimeux. Aucun d'eux ne m'a vu au début. Pas avant que j'atteigne la première marche du porche. Puis les yeux de Chloé ont croisé les miens. Le sourire narquois a disparu. Son visage s'est affaissé sous le choc. Le rire est mort dans sa gorge. Elle s'est redressée d'un coup, se tenant droite comme un île. Derek, sentant le changement, a tourné la tête. Sa bouche s'est refermée au milieu d'une tirade. Une vague de silence absolu est tombée sur le porche. Ma mère a levé les yeux, son visage baigné de larmes, un mélange de soulagement et de terreur. Mon père a juste regardé, les yeux écarquillés. À ce moment-là, ils n'ont pas vu le fils, le frère qu'ils pensaient connaître. Ils ont vu quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et ils avaient raison. L'homme qui avait conduit 5 heures pour arriver ici n'était pas le même homme qui était parti. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment brisé sur le porche d'une maison destinée à l'amour, nous devons remonter en arrière. Nous devons remonter à une vie entière où je donnais et où il prenait. En grandissant, notre famille n'était pas pauvre, mais nous étions toujours au bord du gouffre. Mon père travaillait dans une usine locale. De longues heures qui gravaient des rides permanentes d'épuisement autour de ses yeux. Ma mère étirait chaque dollar jusqu'à ce qu'il crie. C'étaient des gens bien, travailleurs, qui méritaient une pause qu'ils n'ont jamais eue. J'étais l'aîné, le silencieux, l'observateur. J'ai appris très tôt que mon rôle était d'être l'amortisseur, celui qui bouchait les trous dans le bateau familial pour que nous puissions tous rester à flot. Ma sœur Chloé, de 2 ans ma cadette, a appris une autre leçon. Elle était l'artiste, l'esprit libre de notre famille. C'était le code pour celle dont on n'attend pas qu'elle soit responsable. Pendant que j'emballais des provisions à 16 ans pour aider avec les factures, elle dépensait son argent de poche pour de nouvelles peintures et toiles pour un passe-temps qu'elle abandonnerait un mois plus tard. Quand j'ai économisé pour ma première voiture, une Toyota d'occasion, une part importante de cet argent a été empruntée pour payer le voyage scolaire de Chloé à Washington DC. Je n'ai jamais revu cet argent. C'était la première de nombreuses transactions silencieuses où mon avenir était différé pour son présent.
Elle est juste en train de se chercher, Zacharie, disait ma mère, un regard suppliant dans les yeux. Sois patient avec elle. Mon père se contentait de soupirer et de se retirer dans le garage. Il évitait les conflits, surtout avec ma mère quand il s'agissait de Chloé. Alors, je suis devenu la carte de crédit non officielle de la famille, celle qu'ils utilisaient sans jamais vérifier le solde. Des manuels scolaires à l'université qu'elle ne pouvait pas se payer. J'ai pris un service supplémentaire à la bibliothèque. La caution pour son premier appartement avec son petit ami de l'époque, Derek. J'ai vidé mon compte d'épargne, celui que j'avais destiné à un acompte sur un petit condo. Je me souviens de mon meilleur ami de l'université, Léo, me regardant à travers une table dans un restaurant bon marché. J'expliquais pourquoi j'avais dû annuler notre voyage post-diplôme. Elle avait besoin d'aide pour le paiement de son prêt étudiant, ai-je dit en remuant mon café. Léo a posé sa tasse avec un bruit sourd. Zach, dit-il, la voix sérieuse. Tu n'es pas son frère. Tu es son fonds d'urgence. Il y a une différence. Un jour, il ne te restera plus rien pour toi. J'ai balayé ses propos d'un revers de main. C'est ce que fait la famille, ai-je dit. Mais ces mots me sont restés. Une écharde sous la peau. Le schéma n'a fait qu'empirer après son mariage avec Derek. C'était un gars plein de grandes idées et sans aucune concrétisation. Ils étaient toujours dans une sorte de phase de transition, ce qui signifiait qu'ils étaient toujours fauchés. J'ai payé pour l'appareil dentaire de ma nièce. J'ai co-signé le bail de leur minivan après que leur ancienne voiture a été saisie. Mes parents aidaient aussi, à leur manière. Pigeant dans leurs maigres économies de retraite pour couvrir les factures de Chloé ou investir dans l'un des projets commerciaux voués à l'échec de Derek. J'ai obtenu un bon poste après l'université, architecte logiciel. Ça payait bien. J'ai travaillé dur, gravi les échelons, obtenu une promotion, puis une autre. Mon salaire a augmenté, mais mes économies personnelles non. Pas au rythme où elles auraient dû. Parce qu'à chaque fois que je prenais de l'avance, il y avait une nouvelle crise, une nouvelle urgence, un nouvel appel téléphonique en larmes de Chloé, suivi une heure plus tard par ma mère à l'autre bout du fil, suggérant gentiment que je devrais aider. Le message était toujours le même. Tu es le plus fort. Tu peux le gérer. Il ne voyait pas que le plus fort commençait à être fatigué. Fatigué d'être la solution à des problèmes que je n'avais pas créés. Fatigué que mes succès soient traités non pas comme des réalisations à célébrer, mais comme une ressource plus profonde à exploiter. Léo avait raison. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais un filet de sécurité. Et je commençais à réaliser qu'un filet de sécurité n'est apprécié que lorsque quelqu'un tombe. Le tournant est arrivé un mardi après-midi pluvieux. J'étais en conférence téléphonique, un gros projet, de gros enjeux. Mon téléphone a vibré. C'était mon père. Il ne m'appelait jamais pendant les heures de travail. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je me suis excusé et j'ai pris l'appel. Zacharie. Ta mère. Elle est tombée. Elle va bien. Juste une entorse au poignet. Mais les marches en bois du Porsche sont pourries. J'aurais dû les réparer il y a des mois. Sa voix était pleine d'auto-reproches. C'est juste que. Avec les impôts fonciers qui augmentent. J'ai reporté. Il essayait de paraître stoïque, mais je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. C'était le son d'un homme fier sentant le poids de son âge et de ses poches vides. C'était ça. C'est à ce moment-là que l'idée a germé. Pas seulement de réparer les marches, mais de les sortir de cette maison, de cette ville, de cette vie de soucis constants. Pendant les 6 mois suivants, je suis devenu un homme avec une mission secrète. J'ai travaillé comme un forcené, acceptant tous les projets annexes que mon entreprise proposait. J'ai économisé chaque centime. J'ai arrêté de sortir. J'ai mangé pour pas cher. Ma vie est devenue un tableur et chaque cellule était un pas de plus vers le sanctuaire de mes parents. Je savais que je ne pouvais pas simplement leur donner une maison. Derek et Chloé le verraient comme un nouvel atout à exploiter. Je devais construire une forteresse, pas seulement une maison. C'est là que j'ai appelé un avocat, un homme nommé Monsieur Harrison, spécialisé en planification successorale. Je l'ai trouvé par l'intermédiaire d'un collègue. Il était réputé pour être vif et discret. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau lambrissé et silencieux. J'ai exposé toute la situation. Les années de drainage financier, le sentiment de droit de ma sœur, l'incapacité de mes parents à dire non.
Je ne voulais pas de pitié. Je voulais une stratégie. Je vois ça plus souvent que vous ne le pensez, a dit Monsieur Harrison, me regardant par-dessus ses lunettes. L'enfant chéri et le responsable est une dynamique classique et malheureuse. Un simple cadeau est hors de question. Il ferait emménager votre sœur en un mois et vos parents seraient relégués à la chambre d'amis. Alors, que dois-je faire, ai-je demandé, la voix tendue. Je veux qu'ils aient la paix. Je ne veux pas que ce soit un autre fardeau, une autre chose sur laquelle la famille se battra. Il s'est penché en avant. Nous créons une fiducie irrévocable, a-t-il expliqué. La fiducie possédera la maison. Vos parents seront nommés bénéficiaires à vie. Cela signifie qu'ils ont le droit absolu d'y vivre sans être dérangés pour le reste de leur vie. Personne ne peut les mettre à la porte. Mais il a fait une pause, soutenant mon regard. Le fiduciaire, la personne qui gère l'actif, qui prend toutes les décisions, ce sera vous et vous seul. Ils ne peuvent pas la vendre. Ils ne peuvent pas l'hypothéquer. Ils ne peuvent même pas laisser quelqu'un d'autre emménager sans votre consentement écrit exprès. C'est une forteresse légale. Une vague de soulagement m'a envahi. Forteresse. C'était exactement ça. Ce n'était pas une question de contrôle. C'était une question de protection. Ce n'était pas un héritage anticipé à se disputer. C'était une sécurité à vie. J'ai passé des mois à chercher en ligne, puis des week-ends à parcourir la côte. Finalement, je l'ai trouvée. La petite maison bleue avec le porche blanc. Elle était parfaite. Pas un manoir au sens moderne, mais un manoir de paix. Elle a coûté 425 000 $. Ça a pris presque tout ce que j'avais. J'ai mis en place les services publics, payé les impôts fonciers 20 ans à l'avance, et même payé les premières années des frais de l'association des propriétaires. L'acte de propriété était au nom de la fiducie familiale Arthur et Eleanor. Mon nom n'était mentionné qu'une seule fois, mais à l'endroit le plus important, fiduciaire. J'étais enfin prêt. J'étais sur le point de donner à mes parents la seule chose qu'ils n'avaient jamais eue, une vie sans souci. Je n'avais aucune idée que j'étais aussi sur le point de déclencher une guerre. Le jour où je leur ai montré la maison a été l'un des meilleurs de ma vie. Je leur ai dit que nous allions juste faire un tour sur la côte, une petite célébration pré-anniversaire. Ma mère était excitée, bavardant sur les petites villes balnéaires. Mon père était silencieux, regardant simplement le paysage, un petit sourire aux lèvres. J'ai tourné dans la rue, une ruelle tranquille bordée de palmiers. « Pourquoi nous arrêtons-nous ici ?» a demandé ma mère alors que je me garais dans l'allée de la Maison Bleue. « Je veux juste vérifier quelque chose », ai-je dit, le cœur battant. Nous sommes sortis de la voiture. Ma mère a regardé la maison, une main à la bouche. « Oh, Arthur, regarde cet endroit. C'est comme une carte postale. Je me demande qui vit ici. » J'ai souri, mes mains tremblant légèrement alors que je sortais une petite boîte nouée d'un ruban de ma poche. Je la lui ai tendue. « Vous » ai-je dit doucement. Elle m'a regardé, confuse. Puis elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, nichée sur un lit de coton, se trouvait une unique clé en laiton brillant. Mon père s'est approché, regardant la clé, puis moi. Son front était plissé. « Zacharie, qu'est-ce que c'est ?»« C'est à vous » ai-je dit, la voix pleine d'émotion. « Joyeux 50e anniversaire. La maison est à vous. Tout est payé. Pas d'hypothèque, pas de loyer, juste la paix. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle n'a rien dit, a juste laissé tomber la boîte et m'a jeté les bras au cou, sanglotant sur mon épaule. Mon père est resté figé un instant, son visage un masque d'incrédulité. Puis j'ai vu une larme tracer un chemin à travers les rides de sa joue. Il a posé sa main sur mon dos, sa paume calleuse chaude et lourde. « Mon fils » a-t-il murmuré, et sa voix s'est brisée. C'est tout ce qu'il a pu dire. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parcourir la maison. Ils ont tout touché. Les comptoirs en quartz lisse, le verre frais des fenêtres donnant sur l'océan, le bois robuste de la rampe du porche. Nous nous sommes assis sur la balançoire du porche, regardant les vagues, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes parents vraiment, complètement détendus. Le poids de décennies semblait se soulever de leurs épaules. Ça valait chaque centime, chaque nuit blanche, chaque sacrifice. Je me sentais enfin vu. J'avais enfin l'impression d'en avoir fait assez. Dans son excitation, ma mère a pris des photos de tout avec son téléphone. La cuisine,
la vue de la chambre, eux deux souriant sur la balançoire du Porsche. Je dois les envoyer à ma sœur, dit-elle avec enthousiasme. Carole n'en reviendra pas, ma tante Carole, la sœur cadette de ma mère. Une commère notoire, mais inoffensive, pensais-je. J'étais trop pris par la joie du moment pour y penser. Bien sûr, maman, ai-je dit en souriant. Montre à tout le monde. Ce soir-là, après les avoir laissés passer leur premier week-end dans leur nouvelle maison, mon téléphone a vibré. C'était une photo de ma mère, un selfie d'elle et de mon père sur le Porsche, le coucher de soleil peignant le ciel d'orange et de violet derrière eux. Ils avaient l'air d'avoir 20 ans de moins. En dessous, le texte disait « Merci pour notre maison pour toujours, mon fils. Nous t'aimons. » J'ai sauvegardé la photo. Mon cœur était plein. Quelques minutes plus tard, une autre notification est apparue. Ce n'était pas pour moi. C'était une alerte de réseau social. Ma tante Carole avait posté une des photos de ma mère, celle de la maison vue de l'extérieur. Elle avait tagué ma mère, mon père et ma sœur Chloé. La légende disait, pouvez-vous croire la maison que Zacharie a achetée pour Arthur et Éléanore? Certains enfants ont toute la chance, émoticône, clin d'œil. Quel palais! Un nœud d'inquiétude s'est serré dans mon estomac. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. C'était juste une tante fière. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'un nuage d'orage s'accumulant par un jour parfaitement clair. Cet émoji clignant de l'œil ressemblait moins à une blague qu'à un détonateur. Je ne savais tout simplement pas que le coup était déjà parti. L'appel téléphonique est arrivé 2 jours plus tard. C'était ma mère. Sa voix était vive et un peu agitée. Zacharie, tu ne devineras jamais qui est là. Chloé et Derek et les enfants viennent d'arriver. Ils voulaient nous faire la surprise et voir la nouvelle maison. N'est-ce pas adorable? Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Waouh, c'est inattendu, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. Quand sont-ils arrivés? Oh, il y a juste 1 heure. Ils vont rester pour le week-end. Nous aider à déballer les dernières boîtes. Ce sera si agréable d'avoir toute la famille ici. Toute la famille. L'expression semblait de mauvais augure. Un week-end. Je me suis dit que ce n'était qu'un week-end. Ils habitent à 3 heures de route. C'est un long trajet. Il est logique qu'ils restent dormir. J'étais cynique. Mais le lendemain, un autre appel. Cette fois, sa voix était moins vive. C'est juste que... Chloé a tellement de bonnes idées pour l'endroit, dit-elle avec hésitation. Elle pense que la chambre d'amis serait mieux en salle de jeu pour les enfants et que la grande chambre avec vue sur l'océan devrait être la leur puisque, tu sais, ils ont les enfants et ont besoin de plus d'espace. J'ai serré le téléphone. Maman, c'est votre chambre. Je l'ai spécifiquement choisie pour toi et papa à cause de la vue. Je sais, chérie. Je sais. Mais Chloé dit que nous pouvons prendre la plus petite chambre. Nous n'avons pas besoin de tout cet espace. Elle essaie juste d'être pratique. Et Derek. Derek parle déjà de construire une nouvelle terrasse à l'arrière. Il dit que celle qui est là est trop petite pour recevoir. Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas de l'aide. C'était de la colonisation. Ils marquaient leur territoire. Maman, ai-je dit, ma voix ferme mais calme. C'est votre maison. C'est à vous et à papa de décider où vous dormez. Vous décidez pour la terrasse. Pas Chloé. Pas Derek. Il y eut une pause. Je l'ai entendu soupirer. Un son long hélas. Tu as raison. Je sais. C'est juste plus facile de ne pas se disputer. Ils se fâchent si vite. C'était le cœur du problème. La vie entière de mes parents avait été structurée autour d'un seul principe, faire tout ce qu'il faut pour que Chloé ne se fâche pas. À la fin de la semaine, la visite du week-end s'était étendue à 5 jours. Les appels de ma mère sont devenus plus rares. Quand elle appelait, elle semblait fatiguée. Je pouvais entendre les enfants crier en arrière-plan, le vacarme d'une télévision. Ça ne ressemblait pas à une maison de retraite paisible. Ça ressemblait à une garderie. J'ai essayé d'appeler mon père. Il a répondu, mais sa voix était brusque. Tout va bien, mon fils. Vraiment, papa? Un autre soupir. Celui-ci plus profond, rempli d'une résignation qui me faisait peur. Derek est enthousiaste.
Il a déplacé le barbecue de l'autre côté du porche. Il dit qu'il y a plus de soleil là-bas. Ta mère n'aime pas ça. Mais bon. Tu sais. Je savais. Il traçait une ligne dans le sable. Un petit territoire insignifiant à la fois. Le barbecue, la chambre, la terrasse. Il testait les limites, et il découvrait qu'il n'y en avait aucune. La goutte d'eau a fait déborder le vase le vendredi, une semaine complète après leur arrivée. C'était un texto de ma mère. Chloé et Derek ont décidé de rester pour l'été. Ils pensent que ce serait mieux pour les enfants d'être près de la plage. Et Derek pense qu'il peut gérer la propriété pour nous. Gérer la propriété. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La forteresse que j'avais si soigneusement construite était en train d'être prise de l'intérieur, et mes parents étaient ceux qui tenaient les portes ouvertes. J'ai su alors qu'un appel téléphonique ne réglerait pas ça. Je ne pouvais pas leur demander de mener une bataille qu'ils avaient déjà abandonnée des décennies auparavant. Je devais y retourner. Je devais la mener pour eux. Avant même de pouvoir répondre au texto de ma mère, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, avec le même indicatif régional que la maison de la plage. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Est-ce bien Zachary ?» a demandé une voix de femme. Elle était hésitante, basse. « Oui. »« Qui est-ce » ? ?»« Je m'appelle Brenda. Je suis la voisine de la nouvelle maison de vos parents. Je ne veux pas causer de problème, mais je pensais que vous devriez savoir quelque chose. » Je me suis assis. « D'accord, » ai-je dit lentement. « De quoi s'agit-il ? » « J'ai rencontré vos parents le jour de leur emménagement, » dit-elle, sa voix se réchauffant légèrement. « Ce sont les personnes les plus adorables, si excitées. Mais la famille qui est arrivée il y a quelques jours. Ils sont très différents. L'homme, Derek, il est bruyant. » Elle a fait une pause. J'étais sur ma terrasse cet après-midi et il était au téléphone juste de l'autre côté de la clôture. Il parlait de louer la maison sur Airbnb. Il en riait. Il a dit quelque chose comme « Ouais, on se fera $6 000 par mois facile en été. Les vieux pourront avoir la chambre du fond. Ils ne sauront même pas ce qui se passe. » L'air m'a manqué. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le contrôle. Il s'agissait d'en profiter. D'utiliser mon cadeau, la maison de mes parents, comme une machine à sous. L'audace pure de la chose, la cupidité froide et calculatrice. C'était à couper le souffle. « Merci, Brenda », ai-je réussi à dire, ma voix rauque. « Merci de me l'avoir dit. Vous avez bien fait. »« Je l'espère », dit-elle doucement. « Vos parents semblent si fragiles. » J'étais inquiète. Nous avons raccroché. Le téléphone semblait être un bloc de glace dans ma main. Il n'aurait même pas à se soucier de l'hypothèque. C'était du pur profit, une entreprise commerciale construite sur les fondations de mon amour pour mes parents. La colère qui couvait depuis des années a commencé à bouillir. Et puis, comme par hasard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. J'ai répondu, mon pouce tremblant. « Zachary » a-t-elle murmuré. Sa voix était faible et brisée. Je pouvais l'entendre pleurer. « Oh, Zachary. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Que s'est-il passé ? C'est Derek » a-t-elle sangloté. « Ton père. » Il a juste demandé à Derek de baisser un peu la musique. Le bébé dormait. Et Derek. Il s'est tellement mis en colère. Il s'est levé et il a crié sur ton père. Il lui a dit que s'il n'aimait pas le bruit dans sa maison, il pouvait aller s'asseoir dans la voiture. J'ai fermé les yeux. Une vague rouge a envahi ma vision. Il avait menacé mon père. Il avait fait pleurer ma mère. Il avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Où est papa maintenant ? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il est juste assis sur le porche, à regarder l'océan. Il ne veut pas me parler. Oh, Zachary, que dois-je faire ? J'entendais la voix de Chloé en arrière-plan. Pas en train de réconforter sa mère, mais de calmer son mari. Derek, chéri, calme-toi. Il ne le pensait pas. Tu sais comment sont les personnes âgées. C'en était trop. Le dernier fil de patience, d'obligation familiale, de jouer au gentil garçon, a cédé. Il ne prenait pas seulement une maison.
Il démantelait systématiquement la dignité de mes parents, morceau par morceau, dans le sanctuaire même que j'avais construit pour la protéger. Maman, ai-je dit, et ma voix était celle d'un étranger. Froide, dure et claire. Écoute-moi. Ne fais rien. Ne dis rien. J'arrive. Je serai là dans 5 heures. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle murmuré, terrifiée par la réponse. Je vais mettre fin à tout ça, ai-je dit. Au moment où j'ai raccroché, la rage s'est solidifiée en autre chose. Un but. Un sens de mission froid et clair. Pendant des années, j'avais joué en défense. J'avais réagi à leurs crises, colmaté leurs fuites financières et absorbé leurs retombées émotionnelles. C'était terminé. Il était temps de passer à l'offensive. Mon esprit, habitué à concevoir des systèmes logiciels complexes, a commencé à architecturer un autre type de solution. Une avec des pare-feux, des protocoles d'accès et une tolérance zéro pour l'erreur. Je n'allais pas simplement y aller et crier. Crier, c'était leur jeu. C'était désordonné, émotionnel et finalement inefficace. Mon jeu, c'était la logique, la préparation et une force écrasante. Pas une force physique, mais une force juridique et stratégique. Mon premier appel a été pour Monsieur Harrison, mon avocat. Je l'ai attrapé juste au moment où il quittait son bureau. J'ai expliqué la situation en phrases courtes et précises, l'occupation, le plan Airbnb, l'abus verbal. Mon Dieu, dit-il, le calme professionnel de sa voix étant une encre bienvenue. Il prévoit de louer une propriété appartenant à la fiducie. C'est une violation flagrante de son statut d'invité. Il n'a aucune légitimité juridique. Je le sais, ai-je dit, mais eux non. Ils pensent que la possession fait tout. Je suis en route. De quoi ai-je besoin? Vous avez les documents de la fiducie que je vous ai envoyés? A-t-il demandé. Le classeur est dans mon bureau à la maison. Bien, a-t-il dit. Ce classeur est votre arme et votre bouclier. L'acte de propriété, l'accord de fiducie, en particulier la clause qui vous nomme fiduciaire unique avec une autorité absolue sur l'utilisation et l'occupation de la propriété. N'allez pas là-bas pour vous disputer sur qui a payé quoi. N'entrez pas dans une joute verbale. Présentez les faits. La loi est sans équivoque de votre côté. Vous ne leur demandez pas de partir. Vous les informez de leur obligation légale de quitter la propriété que vous gérez. Ces mots m'ont recentré. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une procédure légale, un litige propriétaire-locataire où les locataires n'avaient pas de bail. Mon appel suivant a été pour le numéro que Brenda, la voisine, m'avait donné. Il appartenait à une Madame Gable, la présidente de l'association des propriétaires de la communauté. J'ai expliqué qui j'étais et ce que j'avais appris sur l'annonce Airbnb. Sa réponse a été immédiate et glaciale. Absolument pas. Nos règlements interdisent strictement les locations à court terme de moins de 6 mois. C'est dans les statuts que chaque propriétaire reçoit. C'est une communauté résidentielle, pas une zone hôtelière. Si une propriété est listée, le propriétaire officiel est passible d'une amende de 5 000 $ pour la première infraction. La propriété appartient à une fiducie, ai-je précisé. Je suis le fiduciaire. Alors vous, monsieur, seriez celui qui recevrait l'amende, a-t-elle dit sèchement. Je vous suggère de gérer cela avec une extrême diligence. C'est mon intention, Madame Gable, ai-je dit. Merci pour l'information. Mon dernier appel a été pour un serrurier ouvert 24h24 dans la ville près de la maison de la plage. J'ai expliqué que j'étais le fiduciaire d'une propriété et que j'aurais besoin d'un changement complet de toutes les serrures extérieures ce soir-là. J'ai pris rendez-vous pour 21h. L'homme au téléphone, Victor, n'a posé aucune question. Il a juste dit, on se voit à 21h. J'ai fait un sac, attrapé le lourd classeur de documents de la fiducie dans mon bureau et je suis monté dans ma voiture. Le trajet de 5 heures s'étendait devant moi. Un ruban d'asphalte menant à une confrontation que j'avais passé toute ma vie à éviter. Mais il n'y avait ni peur, ni hésitation. La partie de moi qui avait toujours reculé devant les conflits avait disparu. Consumé par la fureur d'un fils dont les parents avaient été menacés. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, le soleil couchant saignant à travers le ciel, mon téléphone a vibré. C'était Léo. Je ne lui avais même pas dit ce qui se passait. Il devait avoir un 6e sens. Ça va, disait le texto. Tu es silencieux. J'ai tapé une courte réponse.
Je pars en guerre, mon ami. Un instant plus tard, il a répondu. Fais-lui vivre un enfer. Et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Je suis arrivé dans la ville côtière juste après 20 heures. L'air était frais et lourd de l'odeur du sel et de la marée basse. Les lampadaires projetaient de longues ombres solitaires sur les rues calmes. Au lieu de conduire directement à la Maison Bleue, je me suis garé sur le parking d'un petit hôtel quelconque à quelques kilomètres de là. L'adrénaline pompait toujours dans mes veines, mais je savais qu'entrer là-bas en colère et épuisé serait une erreur. Je devais être calme. Je devais être en contrôle. J'ai pris une chambre qui sentait le désinfectant et l'air vicié. J'ai laissé tomber mon sac sur le sol et je me suis dirigé vers le petit bureau. J'ai ouvert le lourd classeur et j'ai tout étalé sous la faible lumière de la lampe. L'acte de propriété, l'accord de fiducie, le document notarié me nommant fiduciaire unique. J'ai relu les passages clés. Le jargon juridique, une armure réconfortante. Autorité absolue, seule discrétion, droit d'occupation. Ce n'étaient pas des suggestions. C'étaient des commandements écrits dans la langue de la loi. Puis j'ai sorti mon ordinateur portable. Je suis allé directement sur le site d'Airbnb. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour la trouver. Ma belle maison bleue, mon cadeau de paix, était listé comme « charmante escapade en bord de mer, à quelques pas de l'océan ». Les photos avaient été prises avec le téléphone de Derek. Elles étaient floues et mal éclairées. Il avait même inclus une photo de la chambre principale, la chambre de mes parents, avec Chloé et lui faisant un pouce en l'air sur le lit. La photo de mariage de ma mère toujours sur la table de nuit. La violation semblait profonde, dégoûtante. Il vendait l'intimité de ma famille pour quelques centaines de dollars par nuit. L'annonce était pleine de sa bravade habituelle. Géré par une famille locale sympa, l'endroit parfait pour votre fête d'été. Il y avait déjà 2 réservations pour la semaine suivante. J'ai pris des captures d'écran méticuleuses de tout. Les photos, la description, le calendrier montrant les réservations, le profil utilisateur qu'il avait créé. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur mon bureau, puis je les ai imprimés en utilisant le centre d'affaires de l'hôtel. J'ai ajouté les impressions à ma pile de documents. Des preuves. Froides, dures, indéniables de ses intentions. J'ai regardé mon téléphone. Un appel manqué de ma mère. Un texto. Tu es bientôt là? J'ai peur. J'ai pris une profonde inspiration. La peur dans son message n'a fait que renforcer ma résolution. J'ai répondu par texto. Juste un peu de circulation. J'arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. Je suis resté assis quelques minutes de plus dans le silence de la chambre d'hôtel bon marché. J'ai pensé au petit garçon effrayé que j'étais. Celui qui se cachait dans sa chambre quand ses parents se disputaient pour l'argent. J'ai pensé au jeune homme qui avait abandonné ses propres rêves pour boucher les trous de sa sœur. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu, celui qui avait essayé de résoudre un profond problème émotionnel avec un grand geste financier. J'avais eu tort. La maison n'était pas la solution. C'était juste un lieu. La solution devait venir de moi. Ce devait être une ligne tracée non pas dans le sable, mais dans la roche solide. J'ai rassemblé les papiers, les arrangeant dans un ordre précis. L'acte de propriété en haut, suivi de l'accord de fiducie, des règlements de l'association des propriétaires, et enfin des accablantes impressions Airbnb. Je les ai glissés dans un dossier en carton impeccable. Il semblait lourd dans mes mains. Lourd du poids de ce que je devais faire. J'ai vérifié l'heure. 20h45, Victor le serrurier serait là dans 15 minutes. C'était l'heure. J'ai conduit les 2 derniers kilomètres lentement, les rues de banlieue tranquilles défilant devant mes fenêtres. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, j'ai coupé les phares et je me suis arrêté en roue libre à une centaine de mètres. Garé dans l'ombre profonde d'un chêne envahissant. De là, j'avais une vue claire sur la maison. La lumière du porche projetait une lueur jaune et chaude, mais la scène était tout sauf chaleureuse. La maison avait l'air d'être assiégée. Le pick-up surdimensionné de Derek était garé de travers dans l'allée, occupant 2 places. Des jouets étaient éparpillés sur la pelouse que j'avais payée pour être parfaitement entretenue. À travers la grande baille vitrée, la télévision scintillait, une lumière bleue chaotique illuminant le salon. Puis je l'ai vu, mon père. Il était assis seul sur la balançoire du porche, sa silhouette se découpant sur la lumière de la fenêtre. Il ne se balançait pas. Il était parfaitement immobile,
une statue de la défaite, regardant l'océan sombre et invisible. Ma mère n'était nulle part en vue. Et à ce moment-là, toute la froideur stratégique, toute la préparation juridique a été submergée par une simple vague primale d'amour et de rage. Cet homme sur la balançoire avait travaillé jusqu'à l'os pendant 50 ans. Il avait tout sacrifié pour sa famille. Il méritait de s'asseoir sur ce porche avec une tasse de café et la femme qu'il aimait, regardant le lever du soleil en paix. Il ne méritait pas d'être un réfugié dans sa propre maison. Une voiture que je ne reconnaissais pas s'est arrêtée devant la maison. Un homme en est sorti, portant une boîte à outils. Victor le serrurier. Il était en avance. Il a jeté un coup d'œil à la maison, puis à son téléphone, puis a remonté l'allée et s'est tenu là, attendant. Ponctuel, professionnel. Une autre pièce du plan se mettait en place. J'ai vérifié mon téléphone. J'ai revu le texto de ma mère. J'ai peur. J'ai pensé à la conversation que j'avais eue avec Léo des années auparavant. Tu n'es pas son frère. Tu es son fond d'urgence. Il s'était trompé sur une chose. J'étais un frère et j'étais un fils. Et j'avais enfin réalisé que mon premier devoir n'était pas de financer leur vie, mais de protéger mes parents, même si cela signifiait les protéger de leur propre fille. J'ai pris le dossier en carton sur le siège passager. Le papier semblait frais et décisif dans ma main. J'ai jeté un dernier regard à mon père sur le porche, une promesse silencieuse passant entre nous à travers la pelouse sombre. J'ai mis la voiture en marche, je suis sorti de sous l'arbre et j'ai parcouru les 100 derniers mètres. Je ne me suis pas garé derrière le camion de Derek. J'ai remonté l'allée jusqu'au bout, arrêtant ma voiture juste derrière la berline de mon père, bloquant ainsi efficacement le camion de Derek. Une petite manœuvre stratégique. Il n'irait nulle part tant que je n'aurais pas fini. Je suis sorti de la voiture. Le claquement de la portière a résonné dans la rue silencieuse. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Je lui ai fait un signe de tête bref et sec. Je gère. Puis j'ai monté les marches du porche, passant devant mon père tremblant, et je me suis dirigé droit vers la porte d'entrée derrière laquelle ma sœur et son mari riaient de quelque chose à la télé. Ignorant. Le jugement était arrivé. Au moment où mes chaussures ont touché le porche, l'histoire revient au début. La scène que j'ai décrite précédemment. Les sanglots étouffés de ma mère depuis un coin sombre du porche. La posture figée de mon père et la voix tonitruante de Derek résonnant dans l'air salin. C'est ma maison. Dehors. Le rire cruel et tintant de ma sœur Chloé. Oh, papa, calme-toi. On est juste en train de s'installer. Puis le silence. Le silence glacial et absolu quand ils m'ont tous vu. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé le silence planer. Je l'ai laissé les étouffer. J'ai soutenu leurs regards un par un. Derek, le visage encore rougi par la colère, maintenant teinté de confusion. Chloé, son sourire narquois se fondant en un masque d'appréhension. Ma mère, ses yeux larmoyants écarquillés d'un espoir désespéré. Mon père, son expression illisible. Je suis passé devant Derek comme s'il était un meuble et j'ai ouvert la porte d'entrée. Je me suis retourné vers les 4 sur le porche. Ma voix était basse, mais elle a fendu l'air de la nuit comme un rasoir. Tout le monde dans le salon. Maintenant. Ce n'était pas une demande. Derek a bombé le torse, prêt à se battre. Pour qui diable te prends-tu à entrer ici? J'ai répété, ma voix baissant, plus froide. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Chloé. Je savais qu'il n'était que le muscle. Elle était le cerveau. Elle a vu le regard dans mes yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et une lueur de peur authentique a traversé son visage. Elle a donné un coup de coude à Derek, un mouvement subtil et sec. Entrons, c'est tout, a-t-elle marmonné. Ils sont entrés dans le salon, une pièce pour laquelle j'avais si soigneusement choisi les meubles, maintenant jonchés de leurs vestes, des jouets de leurs enfants et de sacs de snacks vides. Je me suis approché et j'ai éteint la télévision assourdissante. Le silence soudain était encore plus intense qu'auparavant. J'ai fait signe à mes parents de s'asseoir sur le canapé. Ma mère l'a fait immédiatement, se perchant sur le bord du coussin. Mon père a hésité, puis s'est assis à côté d'elle, le dos droit comme un i. Chloé et Derek se tenaient maladroitement près de la cheminée. Un front uni et défiant. Alors, a commencé Derek, croisant ses bras musclés. Tu es venu jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux? Si tu penses rester,
la chambre d'amis est prise. Les enfants sont dedans. Il essayait de rétablir sa domination, de présenter cela comme son territoire. Je l'ai complètement ignoré. J'ai posé le dossier en carton sur la table basse entre nous. Le son qu'il a fait a semblé résonner dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Chloé, la voix tendue. « D'autres factures à payer pour nous ?» Elle essayait le sarcasme, mais il est sorti faible, cassant. « En quelque sorte, ai-je dit calmement. » J'ai tiré une chaise de la salle à manger, la plaçant directement en face d'eux. Je me suis assis, créant une ligne de confrontation claire. Moi contre eux. Mes parents, le jury silencieux. Je pense qu'il y a eu un malentendu à propos de cette maison, ai-je commencé, ma voix égale et mesurée. Un malentendu plutôt important. Derek a ricané. Pas de malentendu. Tu as acheté une maison pour la famille. Nous sommes la famille. Nous sommes ici. Fin de l'histoire. C'est là que tu te trompes, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. Ce n'est pas, en fait, une maison de famille. Et l'histoire ne se termine pas. Elle ne fait que commencer. J'ai tendu la main et j'ai ouvert le dossier. Le premier document était sur le dessus. L'acte de propriété officiel du comté. Je l'ai poussé sur la table vers eux. Tu vois, quand on achète une maison, ai-je dit, ma voix prenant le ton patient d'un professeur expliquant un concept simple à un enfant difficile, la personne qui la possède est listée juste ici. Pourquoi ne lis-tu pas le nom du propriétaire à voix haute pour moi, Derek ? Il a attrapé le papier, ses yeux le parcourant furieusement, son visage tordu de confusion. La fiducie familiale Arthur et Eleanor. C'est quoi ce bordel ? Ça, ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise, c'est l'entité légale qui possède cette propriété. Pas maman, pas papa, et certainement pas vous. Chloé lui a arraché le papier des mains. Une fiducie ? De quoi tu parles ? Tu leur as donné la maison. Je leur ai donné le droit de vivre dans la maison, ai-je corrigé doucement. Pour le reste de leur vie. Sans fardeau, sans être dérangé. Un droit qui est protégé par la fiducie. Mais une fiducie a besoin d'un gestionnaire, un fiduciaire, quelqu'un qui prend les décisions. J'ai de nouveau pioché dans le dossier et j'ai sorti le deuxième document, l'accord de fiducie. Je l'ai retourné à la dernière page, celle avec toutes les signatures et les sceaux notariaux. J'ai pointé une seule ligne. Et cette personne, ai-je dit, mes yeux se fixant sur ceux de Chloé, c'est moi. L'air dans la pièce est devenu épais, lourd. Chloé a regardé le document, la bouche légèrement entr'ouverte. Derek a juste regardé d'avant en arrière entre le papier et mon visage. Les rouages de son cerveau lents bloquant. Fiduciaire, a finalement murmuré Chloé, le mot étranger sur sa langue. Fiduciaire unique, ai-je précisé, avec une autorité absolue concernant la gestion, l'utilisation et l'occupation de cette propriété. Tout est là. Section 4, paragraphe B. N'hésite pas à le lire. Mon avocat, Monsieur Harrison, est très méticuleux. Le mot « avocat » a flotté dans l'air, un signal clair que ce n'était plus une discussion de famille. Derek a finalement retrouvé sa voix. C'était un grognement sourd. Tu ne peux pas faire ça. C'est l'héritage de notre famille. Tu essaies de nous arnaquer. Un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit après la mort de quelqu'un, ai-je dit froidement. C'était un cadeau pour les vivants. Un cadeau que j'ai choisi de protéger contre des gens qui pourraient ne pas comprendre son but. Des gens, par exemple, qui pourraient le voir comme une propriété de location commerciale. Et sur ce, j'ai sorti le troisième jeu de documents, les impressions Airbnb. Je les ai étalées sur la table basse comme une main de poker gagnante. La photo floue d'eux faisant un pouce en l'air sur le lit de mes parents. La description élogieuse de leur gestion familiale locale est sympa. Le calendrier avec les réservations confirmées. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé d'un bond. Vous alliez louer notre maison. A-t-il exigé, sa voix tremblant d'une fureur que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Vous alliez faire dormir des étrangers dans notre lit ? Le visage de Chloé est devenu blanc. Elle a regardé les impressions, puis moi, puis son mari. Elle était piégée. Il n'y avait aucun mensonge, aucune manipulation qui pouvait la sortir de là. C'était juste une idée, a balbutié Derek, sa bravade s'effondrant enfin.
On allait la gérer pour eux, pour la famille. Tout l'argent irait sur un compte familial. Un compte familial que vous contrôlez, je suppose, ai-je demandé en haussant un sourcil. Un compte qui se trouve être en violation de la section 9 des règlements de l'association des propriétaires, que, en tant que gestionnaire de la propriété, j'ai ici. J'ai glissé le papier suivant sur la table. Il interdit strictement les locations à court terme. La première infraction est une amende de 5 000 $. Une amende dont, en tant que fiduciaire, je serai responsable. Une amende que je n'ai aucune intention de payer. La pièce était de nouveau silencieuse, mais cette fois, c'était le silence d'une tombe. Chloé s'est affalée sur la coudoir du canapé, le visage dans les mains. Derek est resté là, sa grande carcasse musclée semblant rétrécir sous mes yeux. À ce moment précis, la sonnette a retenti. Un carillon poli et formel. Tout le monde a sursauté. J'y vais, ai-je dit en me levant. J'ai ouvert la porte pour trouver une femme d'une 60aine d'années, à l'air vif et sévère, avec des cheveux gris parfaitement coiffés. C'était Madame Gable, la présidente de l'association des propriétaires. Derrière elle, une camionnette venait de s'arrêter au bord du trottoir. Victor le serrurier. Tout se déroulait exactement comme prévu. « Bonsoir », a dit Madame Gable, ses yeux balayant la scène chaotique du salon au-delà de moi. « Vous devez être Monsieur Zacharie. Nous nous sommes parlé au téléphone. »« En effet, ai-je dit. »« Entrez, je vous prie. » Elle est entrée, sa présence commandant immédiatement la pièce. Elle a regardé Derek. « Et vous, je présume, êtes le propriétaire de la charmante escapade en bord de mer ?» Le visage de Derek a viré au rouge et blanc marbré. Il était totalement, complètement vaincu. Je me suis tourné vers ma sœur et son mari. Ma voix était calme, dépourvue de colère, dépourvue de tout sauf de finalité. « Vous avez 1 heure pour faire vos valises et quitter ma propriété, ai-je dit. Si vous n'êtes pas parti quand mon serrurier aura fini, je vous ferai expulser pour violation de propriété. » Chloé a levé les yeux, son visage strié de larmes de rage et d'humiliation. « Tu ne peux pas nous faire ça, Zacharie. Nous sommes une famille. »« Non, Chloé, ai-je dit, en la regardant vraiment et en voyant la personne égoïste et manipulatrice qu'elle avait toujours été. Vous avez cessé d'être une famille au moment où tu as fait pleurer notre mère et crier sur notre père. Maintenant, il vous reste 58 minutes. C'est le moment où tout a changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle, non seulement d'une maison, mais de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Si vous avez déjà eu l'impression d'être dans une situation dont vous ne pouviez pas sortir, aidez-moi en aimant cette vidéo et en cliquant sur ce bouton d'abonnement. Et laissez un 1 dans les commentaires ci-dessous pour que je sache que vous êtes arrivé à ce tournant avec moi. Cela n'aide pas seulement la chaîne, cela me fait savoir que mon histoire, ma lutte, signifie quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande raison pour laquelle je peux continuer à partager le reste de ce voyage. L'heure qui a suivi a été l'une des plus étranges de ma vie. Il n'y a plus eu de cris, plus de disputes. Le combat les avait quittés, remplacés par un silence maussade et plein de ressentiment. Chloé et Derek se déplaçaient dans la maison comme des fantômes, fourrant machinalement des vêtements et des jouets dans des sacs. Les enfants, réveillés par l'agitation, se sont mis à pleurer, un son misérable et confus qui résonnait dans le silence tendu. Je me tenais près de la porte d'entrée, les bras croisés, une sentinelle immuable. Je n'ai pas aidé. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé. Madame Gable, que son cœur professionnel soit béni, est restée quelques minutes, assez longtemps pour voir personnellement Derek retirer l'annonce Airbnb de son téléphone. Elle lui a fait un sermon sec sur les règlements de la communauté avant de partir avec un signe de tête ferme et encourageant dans ma direction. Mes parents étaient assis sur le canapé, se tenant la main. Ils avaient l'air abasourdis, pris entre la douleur de la confrontation et le soulagement naissant de la liberté. De temps en temps, ma mère me regardait avec une expression d'admiration, comme si elle me voyait pour la première fois. Victor le serrurier est arrivé pile à l'heure. C'était un homme grand et silencieux aux mains douces. Il a travaillé rapidement et efficacement, en commençant par la porte d'entrée. Le vrombissement de sa perceuse était le seul son, une marque de ponctuation à la fin d'une ère. Le son des serrures qui changent, de la sécurité qui est restaurée. Alors que Derek transportait le dernier de leurs sacs vers son camion, Chloé s'est arrêtée devant moi. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais le regard qu'elle m'a lancé était du pur venin.
J'espère que tu es content, a-t-elle sifflé, sa voix basse et tremblante. Tu as détruit cette famille. Non, Chloé, ai-je dit, ma voix tout aussi basse. Toi et moi savons tous les deux que cette famille était brisée bien avant ce soir. Je suis juste celui qui a finalement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Elle a essayé de dire autre chose. Un dernier plaidoyer désespéré ou une malédiction, mais les mots ne sont pas venus. Elle a juste secoué la tête et est sortie, tirant la porte derrière elle. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il chargeait les enfants dans le camion. Derek ne pouvait pas sortir de l'allée parce que ma voiture le bloquait toujours. Il a klaxonné, un long coup de klaxon en colère. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu que Victor ait fini avec la dernière serrure. Victor m'a tendu un jeu de 3 nouvelles clés en laiton étincelantes. Tout est réglé, monsieur, a-t-il dit. La maison est sécurisée. Merci, Victor, ai-je dit, en lui glissant un généreux pourboire dans la main. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis sorti, faisant teinter les clés dans ma poche. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé lentement de l'allée et j'ai regardé le camion de Derek démarrer en trombe, dévalant la rue tranquille et disparaissant dans l'obscurité. Je suis resté un moment dans l'allée, respirant l'air frais et salin. C'était fini. L'invasion était terminée. La maison était silencieuse. Elle était à nouveau à eux. Elle était en sécurité. Quand je suis rentré, la maison semblait différente, plus légère. Le nuage oppressant de tension s'était levé. Ma mère était dans la cuisine, préparant une théière, ses mains bougeant avec une détermination que je n'avais pas vue depuis des jours. Mon père se tenait près de la grande fenêtre, regardant l'océan. Je me suis approché et je me suis tenu à côté de lui. Pendant un long moment, nous avons juste écouté le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. « Je suis désolé que tu aies eu à faire ça, mon fils, a-t-il dit finalement, sa voix rauque. « Je ne le suis pas, ai-je dit. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Il s'est tourné pour me regarder, et dans ses yeux, j'ai vu une compréhension profonde et douloureuse. « J'aurais dû, a-t-il dit, son regard tombant au sol. Quand il m'a crié dessus. Un homme ne devrait pas laisser un autre homme lui parler comme ça dans sa propre maison. J'ai figé. Ce n'était pas ta faute, papa, ai-je dit fermement. Ça se préparait depuis 30 ans. Toi et maman essayaient juste de maintenir la paix. Mais parfois, la paix ressemble beaucoup à une reddition. Ma mère est entrée, portant un plateau avec 3 tasses fumantes. Elle l'a posé sur la table basse, qui était maintenant, heureusement, débarrassée de documents juridiques. Elle m'a regardé, ses yeux contenant encore un univers d'émotions compliquées. « Te pardonnera-t-elle un jour, Zacharie ?» a-t-elle demandé doucement. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pris une gorgée de thé. La chaleur s'est répandue dans ma poitrine. La vraie question, maman, ai-je dit, en la regardant elle, puis mon père, c'est de savoir si vous deux pouvez vous pardonner d'avoir laissé les choses aller si loin. Et si vous êtes prêts à vous assurer que ça n'arrive plus jamais. Ils sont restés silencieux. Je savais que c'était la partie la plus difficile. La confrontation était terminée, mais le vrai changement devait se produire maintenant, avec eux. Je vous aime tous les deux, ai-je poursuivi, ma voix douce mais ferme. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais mon argent, mon aide ne peuvent plus être la solution. C'est devenu une partie du problème. Ça a encouragé Chloé et ça vous a paralysé. À partir de maintenant, la banque de Zacharie est fermée, définitivement. Si elle vous appelle pour de l'argent, la réponse doit être non. Si elle veut venir pour l'été, la réponse doit être non. Vous devez être les parents. Vous devez tracer la ligne. Ma mère s'est remise à pleurer. Mais cette fois, les larmes étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de deuil pour les limites qu'elle n'avait jamais fixées. Mon père a tendu la main et a pris la sienne. Il m'a regardé, les yeux clairs et résolus. Le garçon a raison, Éléanore, a-t-il dit doucement. Ce n'est plus un garçon. C'est un homme, et il a raison. Ça s'arrête maintenant. Nous apprendrons à dire non. C'était une promesse silencieuse dans une maison silencieuse, mais elle semblait plus puissante que tous les cris et le drame qui avaient précédé. C'était le début de la vraie guérison, pas seulement pour eux, mais pour moi aussi. Les 6 mois suivants furent une révélation. Je suis descendu à la maison de la plage un week-end sur 2. Au début, c'était pour m'assurer que mes parents allaient bien, qu'ils étaient vraiment en sécurité.
Mais bientôt, c'est devenu quelque chose de plus. C'est devenu une question de connexion. J'ai vu en eux un changement que je n'aurais jamais cru possible. Mon père a commencé un petit potager dans le jardin, plantant des tomates et des herbes. Il était là tous les matins, fredonnant. Ma mère a rejoint un club de lecture local et a commencé à faire de longues promenades sur la plage avec ses nouvelles amies. Ils riaient à nouveau. Le regard hanté et las avait disparu de leurs yeux. Ils avaient l'air heureux. Ils vivaient, pas seulement survivaient. Bien sûr, les retombées avec Chloé ont été immédiates et laides. Comme je l'avais prédit, elle a lancé une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Elle a écrit de longs messages vagues sur les membres de la famille toxique et la douleur d'être coupé des siens sans raison. Elle m'a dépeint comme un monstre froid et cruel qui avait volé ses parents et l'avait mise, elle et ses enfants innocents, à la rue. Quelques parents ont appelé, confus. Ma tante Carole était la première d'entre eux. J'ai géré chaque appel de la même manière, calmement, factuellement, sans émotion. J'ai expliqué le plan Airbnb, l'abus verbal et la structure juridique de la fiducie. À la fin de chaque conversation, ils étaient silencieux. La campagne de dénigrement s'est essoufflée quand il est devenu clair que je n'allais pas participer au drame. Puis sont venus les appels téléphoniques. Le premier de Chloé est arrivé environ 2 mois plus tard. Elle pleurait, bien sûr. La dernière entreprise de Derek avait échoué. Ils étaient en retard sur le loyer. Ils risquaient l'expulsion. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, Zach, a-t-elle sangloté. On a juste besoin de $5000 pour nous remettre sur pied. Juste cette fois. L'ancien moi aurait cédé. La culpabilité, le sens des responsabilités. C'était un instinct profondément enraciné. Mais le nouveau moi s'est souvenu des sanglots terrifiés de ma mère sur le porche. Je suis désolé d'apprendre que vous êtes dans une situation difficile, Chloé, ai-je dit, ma voix stable. Je ne peux pas te donner d'argent, mais je peux t'envoyer le numéro d'un bon conseiller en crédit et une liste des services sociaux locaux qui pourraient t'aider. Il y eut un silence stupéfait, suivi d'un torrent d'injures. J'étais égoïste. J'étais sans cœur. J'avais abandonné ma famille. Je ne t'abandonne pas, Chloé, ai-je dit tranquillement. Je refuse simplement de continuer à te conforter dans ton irresponsabilité. J'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. Et puis j'ai raccroché. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais c'était aussi libérateur. Elle a essayé mes parents ensuite, bien sûr. Elle a utilisé la même histoire larmoyante. Ma mère m'a appelé immédiatement après, la voix tremblante. Elle a appelé, Zachary. Elle a demandé de l'argent. Que as-tu dit, maman, ai-je demandé, retenant mon souffle. Il y eut une pause. J'ai dit, non, ma chérie. Nous ne pouvons pas. Sa voix était basse, mais elle était ferme. Et puis ton père a pris le téléphone et lui a dit qu'il était temps qu'elle et Derek apprennent à se débrouiller seuls. Il lui a dit que nous l'aimions, mais que la réponse était non. J'ai fermé les yeux, un profond sentiment de fierté et de soulagement m'envahissant. Ils l'avaient fait. Ils avaient tenu bon. C'était dur, a admis ma mère. Elle nous a dit des choses terribles. Mais après avoir raccroché, ton père et moi nous sommes juste tenus dans les bras et nous nous sommes sentis forts. Forts. C'était un mot que je n'avais jamais entendu ma mère utiliser pour se décrire. La forteresse avait fonctionné. Elle n'avait pas seulement protégé un bien immobilier. Elle avait protégé leurs âmes. La vie a repris un nouveau rythme, plus sain. Le drame s'est calmé. Le silence était un soulagement. Un après-midi, je nettoyais de vieux fichiers sur mon ordinateur quand je suis tombé sur un dossier de messages textes sauvegardé d'il y a des années. Curieux, je l'ai ouvert. J'ai trouvé un fil de discussion entre Chloé et notre cousine, Nona. Nona était quelqu'un dont j'avais toujours été proche, quelqu'un en qui j'avais confiance. En faisant défiler les messages, datant de l'époque où j'avais acheté la maison, mon sang s'est glacé. C'était une masterclass de manipulation, et Nona en était le professeur. Nona, il leur a acheté quoi? Une maison à la plage? Tu plaisantes? Chloé, je suis tellement en colère, je pourrais crier. Tout cet argent et qu'est-ce qu'on a? Rien. Nona, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Tu dois jouer finement. Vas-y, sois serviable. Insinue-toi. Ta mère est une vraie mauviette. Si tu pleures,
elle te donnera n'importe quoi. Quant à Zacharie, sa plus grande faiblesse, c'est la culpabilité. Fais-le se sentir coupable d'avoir tant alors que tu as si peu. C'est sa kryptonite. Message après message, la stratégie était exposée. Comment présenter la prise de contrôle comme de l'aide, comment utiliser les enfants comme levier, comment monter mes parents l'un contre l'autre. Nona avait fourni à Chloé tout le manuel. Ce n'était pas un acte de cupidité spontanée. C'était une conspiration préméditée. C'était une trahison si profonde et calculée qu'elle m'a coupé le souffle. Ça faisait plus mal que tout ce que Chloé ou Derek avaient fait. J'ai fermé l'ordinateur portable, me sentant mal. C'était un rappel douloureux que la pourriture dans notre famille était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Cela a solidifié ma résolution. Les limites que j'avais construites n'étaient pas seulement des murs. C'étaient des radeaux de sauvetage dans une mer toxique. Juste au moment où je sombrais dans cette pensée sombre, mon téléphone a sonné avec un nouveau message. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut, oncle Zacharie. C'est Lily. » Lily, ma nièce, la fille aînée de Chloé et Derek. Elle avait 16 ans maintenant. Je ne lui avais pas parlé depuis cette nuit horrible. Mon pouce a plané sur l'écran. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Plus d'accusations? Une demande d'argent au nom de ses parents? J'ai tapé un simple « Salut, Lily ». Sa réponse est venue instantanément. Je voulais juste te dire merci. J'ai fixé le message, complètement déconcerté. Merci pourquoi? Pour ce que tu as fait, a-t-elle écrit. Pour avoir tenu tête à mon père, pour avoir sauvé cette maison pour mamie et papy. Ils m'envoient des photos parfois. Ils ont l'air vraiment heureux. Il y eut une longue pause avant que le message suivant n'arrive. Les choses ont été difficiles. Maman et papa se disputent beaucoup pour l'argent, pour tout. Mais je me suis trouvé un travail à temps partiel. J'économise pour une voiture, pour mon propre fonds d'études. Je ne veux pas être comme eux. Mes yeux se sont embués. Au milieu de tous ces débris, voici le seul et unique germe d'espoir. Une jeune fille de 16 ans qui avait vu la laideur de près et avait choisi un chemin différent. Elle brisait le cycle. Je suis très fier de toi, Lily, ai-je tapé en retour, mes doigts maladroits. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, des conseils, de l'aide pour tes devoirs, n'importe quoi. Tu m'appelles. D'accord, a-t-elle répondu. Je t'aime. C'était un message simple, mais c'était tout. C'était un pont à travers le gouffre qui s'était ouvert dans notre famille. C'était une promesse que l'avenir n'avait pas à ressembler au passé. Il y a quelques semaines, j'étais assis sur la balançoire du porche de la Maison Bleue. C'était la fin de l'après-midi et le soleil commençait sa lente descente, peignant le ciel de touches d'orange et d'or. Mon père arrosait ses plants de tomates, un air content sur le visage. Ma mère était assise à côté de moi, lisant la dernière sélection de son club de lecture, un silence confortable s'installant entre nous. La maison n'était plus seulement une propriété ou un actif juridique. Elle était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit, un foyer, un lieu de paix authentique. Les serrures sur les portes ne servaient pas seulement à empêcher les gens d'entrer. Elles servaient à créer un espace où mes parents pouvaient se sentir inconditionnellement en sécurité, à l'abri des tempêtes émotionnelles qu'ils avaient endurées si longtemps. J'ai pensé au chemin parcouru pour arriver ici. La colère, la trahison, la confrontation douloureuse. J'ai pensé à Chloé et Derek, luttant quelque part, piégés dans les conséquences de leur propre choix. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour eux, non pas pour leur situation, mais pour ce qu'ils avaient perdu, pour l'amour qu'ils avaient gaspillé. J'ai pensé à la traîtrise de Nona et au courageux message de Lily. La famille est une chose compliquée. Nous la considérons comme un sanctuaire inconditionnel, mais parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui causent le plus de mal. J'ai appris que l'amour ne consiste pas en un sacrifice sans fin. Il ne s'agit pas de s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Le véritable amour, celui qui dure, exige le respect, et le respect exige des limites. Je pensais que mon grand geste, la maison elle-même, était l'expression ultime de mon amour. Mais j'avais tort. L'expression ultime de mon amour était le dossier en carton. C'était le mot « non ». C'était l'acte de changer les serrures. Parce que l'amour ne consiste pas à couvrir le mauvais comportement de quelqu'un. L'amour est une maison bien éclairée avec des portes qui se ferment à clé. Les limites ne sont pas cruelles.
Elles sont la reconnaissance tranquille et constante que votre propre paix a de l'importance. C'est ainsi que l'amour maintient la lumière du porche allumée sans incendier tout le quartier. Et assis là, regardant le soleil plonger sous l'horizon avec les deux personnes qui m'ont donné la vie, je me suis enfin senti en paix moi-même. La tempête était passée. Nous étions à la maison. Yeah, I guess I. It's not gonna work. You're gonna have to do a different way. What? Kendrick just opened his mouth, so I'm gonna put my dick in it right now. I know, I have the counter and everything ready. Quack quack, it's a blast from the past. If you can, I followed you and Mixer. That's actually crazy. Hmm. We don't talk of that name anymore. That should answer. That should answer that. We don't talk of that guy anymore. How are you though? My nose just hurts. It's Dark Shadow. I'm like trying to look everywhere to find your name. So I was gonna try and like guess who you were, just how you talk. But I guess you helped me to the thing first. Thank you, Taxi. Have you been, Tyler? How dare you? Using my first legal name, my government legal name. How dare you? I'm doing good, Dark. How are you? Don't tell me I fucking dropped at the bottom somewhere. Sometimes you gotta pop off and show. Yeah, we don't talk about Bruno. How have you been? You better be sorry. You know, Aubrey. Hi, Aubrey. How's it going? How's it going, pal? I love calling people. I've been calling people pal all day. Hi, pal. Zombie over there. Zombie. Hey, is any of your people that you bought? They, did they have that? No. Um.
Of my knowledge, no, because they don't have any. Can you come over here with the pickaxe? At my place. Minecraft, something's never changed. We just got back into Minecraft. Amazing as usual. That's such an Aubrey like response.